Et si, et si les données pouvaient carrément prédire l'avenir? C'est un peu la grande promesse, la magie derrière ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble comment ce domaine qui est vraiment fascinant fonctionne. Alors voilà, la grande question. Est-ce que les données peuvent vraiment prédire les hauts et les bas de la bourse? C'est la question qui vaut de l'or, hein, on est d'accord. Mais bon, pour ne serait-ce qu'espérer y répondre, il faut d'abord comprendre un peu la boîte à outils des experts, ce qu'ils utilisent pour essayer de percer ce mystère. Ok, donc avant de plonger tête la première dans les marchés financiers, posons les bases. L'apprentissage statistique, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez un peu un détective qui arrive sur une scène de crime, à la recherche d'indices. Eh bien, l'apprentissage statistique, en gros, c'est ça. C'est donner à un ordinateur une panoplie d'outils de détective pour fouiller dans les données, pour y trouver des schémas, pour prédire ce qui va se passer, ou simplement pour comprendre des liens qu'on n'aurait jamais vus à l'œil nu. En fait, dans ce domaine, il y a deux grands objectifs. Vraiment deux. D'un côté, on a la prédiction. Là, la question est simple. Que va-t-il se passer? Par exemple, on veut estimer les ventes du mois prochain en se basant sur le budget pub. C'est du concret. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'inférence. Là, on creuse un peu plus. On se demande, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pour reprendre notre exemple, on chercherait à savoir si c'est la pub à la télé ou celle à la radio qui a le plus d'impact. Vous voyez, savoir le quoi et comprendre le pourquoi, c'est vraiment ça, les deux piliers de l'apprentissage statistique. Bon, d'accord, on sait ce qu'on veut faire. Prédiction, inférence, c'est noté. Mais comment on s'y prend? En fait, il y a principalement deux grandes approches, deux chemins pour y arriver. Alors, ces deux chemins, ce sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Pour que ce soit simple, imaginez un étudiant. En mode supervisé, c'est comme s'il avait le corrigé de l'examen. Il apprend avec des données où la bonne réponse est déjà connue. L'ordinateur compare sa prédiction à la bonne réponse et il s'ajuste. Maintenant, en mode non supervisé, là c'est tout le contraire. Imaginez qu'on lui donne une énorme boîte de Lego de toutes les couleurs, sans aucun plan, sans aucune instruction. Son boulot, trouver tout seul des structures, créer des groupes logiques, sans aucune aide. Allez, commençons par le premier chemin, celui de l'étudiant qui a son corrigé, l'apprentissage supervisé. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a déjà les réponses sous la main? Eh bien, la première grande tâche, c'est ce qu'on appelle la régression. Le but ici, c'est de prédire un nombre, une valeur continue. Pensez par exemple à prédire le salaire de quelqu'un en fonction de son âge, de son niveau d'études. On cherche à trouver un chiffre précis. Et la deuxième grande tâche, c'est la classification. Alors là, attention, on ne prédit plus un chiffre, mais une étiquette, une catégorie. Et là, eh oui, ça nous ramène pile à notre question du début. Est-ce que le marché va monter, catégorie up, ou descendre, catégorie down? La classification, c'est un outil ultra puissant qu'on retrouve partout, vraiment partout, pour trier vos spams, pour aider au diagnostic en imagerie médicale. C'est fondamental. Ok, super. On a vu ce qu'on peut faire avec le corrigé. Mais maintenant, que se passe-t-il quand on nous donne cette fameuse boîte de Lego en vrac sans aucun plan? Bienvenue dans le monde de l'apprentissage non supervisé. Ici, le but du jeu, ce n'est plus de prédire, c'est de découvrir. Et la tâche principale dans ce monde-là, c'est le clustering, ou le regroupement si on préfère. Pensez à vos playlists de musique recommandées. Comment une plateforme de streaming arrive à regrouper des chansons qui vont bien ensemble, des chansons que vous pourriez aimer, même si vous ne les avez jamais écoutées? Eh bien, c'est exactement ça, le clustering. Et c'est là que la magie opère. L'algorithme, tout seul, va analyser les données et identifier des groupes, des grappes cohérentes, naturelles. C'est utilisé, par exemple, pour segmenter la clientèle en fonction des comportements d'achat ou dans des domaines bien plus pointus, comme regrouper des cellules en biologie en fonction de l'expression de leurs gènes. Alors, tous ces outils qu'on vient de voir, la régression, le clustering, tout ça n'est pas apparu du jour au lendemain, hein. C'est vraiment le fruit de décennies de recherche et d'innovation. Faisons un tout petit retour en arrière pour voir d'où ça vient. Dans les années 70, tout a commencé avec des modèles assez simples, des modèles linéaires. C'était tout ce que les ordinateurs de l'époque pouvaient calculer. Puis, avec l'augmentation de la puissance de calcul, les outils sont devenus plus sophistiqués. Dans les années 80, on a vu apparaître les arbres de décision. Les années 90, c'était le tour des machines à vecteurs de support, les fameux SVM. Et puis, dans les années 2010, ça a été l'explosion du deep learning, l'apprentissage profond, qui est aujourd'hui le moteur d'une bonne partie de l'intelligence artificielle qu'on connaît. Et ce qui est vraiment incroyable en tout ça, c'est que cette boîte à outils qui était autrefois réservée à quelques chercheurs dans des laboratoires, eh bien aujourd'hui, elle est accessible à presque tout le monde. Grâce à des langages de programmation comme Python ou R, n'importe qui avec un ordinateur et un peu de curiosité peut commencer à explorer des données et faire ses propres découvertes.
On a commencé tout à l'heure en se demandant si on pouvait prédire le marché boursier. Bon, soyons clairs, ça reste un défi absolument gigantesque. Mais ce qu'on a vu, c'est que les outils pour s'attaquer à cette question, et à des milliers d'autres, sont plus puissants et plus accessibles que jamais. Alors au final, la vraie question, ce n'est peut-être plus seulement qu'est-ce que les données peuvent nous dire, mais plutôt quelles sont les bonnes questions qu'on va enfin pouvoir leur poser.